Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic, où toutes les 3 semaines, je discute avec un ou une experte du futur du travail et du chômage. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler de maladie et de travail, pendant ou après un cancer par exemple. Comment rester en emploi ou retrouver le chemin du travail. Au-delà de l'arrêt temporaire, au moment du diagnostic et du traitement, que se passe-t-il ? Les entreprises commencent à se saisir de ce sujet avec plus ou moins d'efficacité. Arthur Sadoun, le patron de Publicis, a carrément parlé de son cancer au Forum économique de Davos cette année et appelé les entreprises à se saisir de cet enjeu. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Pascale Levé, professeure associée en gestion et ressources humaines à l'IAE de l'Université Lyon 3 et fondatrice du Nouvel Institut, un organisme de recherche sur le cancer du sein dans le monde du travail. Bonjour Pascale Levé. Oui, bonjour Léa. Alors, combien de salariés sont touchés par le cancer au cours de leur vie professionnelle et combien en France chaque année ? Et aussi, combien de temps les séquelles durent-elles une fois le cancer en rémission ? Alors, en France, il y a 400 000 nouveaux cancers par an. 160 000 concernent des personnes qui sont en activité professionnelle. Et puis, d'un cancer à l'autre, c'est très différent évidemment. Si on s'intéresse au cancer du sein, il touche une femme sur 8 ou 9. La moitié d'entre elles sont en activité. C'est donc le cancer qui est le plus représenté dans la population active. Alors, de fait, toutes les entreprises, toutes les organisations vont rencontrer chez leurs salariés, chez celles de leurs clients ou de leurs fournisseurs, une situation de cancer du sein en l'occurrence. Et c'est à la fois une situation extraordinaire et c'est une situation de plus en plus fréquente. Donc on ne peut pas dire que c'est un épiphénomène, c'est un phénomène d'ampleur aujourd'hui. C'est effectivement un phénomène d'ampleur aujourd'hui et c'est un phénomène d'ampleur qui nous permet, c'est un bien pour un mal, qui nous permet d'avoir des données. Et qu'est-ce qu'on sait sur ces données ? Ces données nous disent, c'est en particulier l'Institut national du cancer, avec ses enquêtes Vican, qui nous disent d'abord que la durée de l'arrêt maladie n'est pas seulement liée à la gravité du cancer, mais est aussi liée à la catégorie socio-professionnelle de la personne. Les femmes cadres ont des arrêts 2 fois plus courts en moyenne que les femmes employées. Et les femmes employées, c'est 50% de la population active au féminin. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux du côté du travail et pas que du côté de la maladie. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces enquêtes ? Que 20% des personnes ne sont plus en emploi 2 ans après la survenue de la maladie. Il y a donc un enjeu clé au niveau de la reprise. Mais ça ne s'arrête pas là. Les enquêtes nous disent aussi que les difficultés persistent bien après la reprise. Et par exemple, 70% des femmes qui ont eu un cancer du sein, elles évoquent des difficultés durables, vous évoquez des séquelles, mais c'est effectivement les effets durables de la maladie dans le temps, la fatigue, les pertes de chance en termes de carrière, etc. La maladie, le cancer, est-ce une peur courante, un tabou chez les employeurs, les managers et les RH, notamment quand les salariés approchent de la cinquantaine ? Alors, effectivement, la survenue des maladies et la prévalence des cancers est liée à l'âge. Donc, plus on va repousser l'âge de la retraite, plus il y aura des situations de cancer dans les entreprises. On sait aujourd'hui qu'environ 25% de la population active est concernée par une maladie chronique évolutive, dont le cancer. Et puis, les entreprises aussi, elles sont à peu près 70% à dire redouter ces situations. Très souvent, les entreprises attribuent les difficultés, ou on a tendance à attribuer les difficultés des entreprises à une certaine forme de peur. Le mot qu'on emploie toujours, c'est ce mot du tabou. En disant, en fait, c'est le tabou de la maladie qui expliquerait les difficultés. Et donc, il faudrait sensibiliser pour résoudre ces difficultés. Mais en fait, c'est un faux diagnostic. Les enquêtes de l'INCa et les enquêtes de Léon Bérard à Lyon, par exemple, montrent qu'entre 83 et 87% des gens disent à leur entreprise, c'est en général à leur manager, qu'ils ont un cancer. D'accord, donc le problème, c'est pas de dire, c'est pas de signaler. Ce serait quoi plutôt ? Alors effectivement, si c'est pas un tabou, et je crois qu'il faut qu'on lutte contre cette idée persistance qui nous empêche de voir où est le problème, ça serait quoi donc, demandez-vous ? Il nous semble, dans nos travaux, qu'une partie de la difficulté, c'est cette impensée du travail avec la maladie. En France, le traitement de la maladie, il est juridique, c'est l'arrêt de travail. Si on est malade, on est arrêté. Si on est guéri, on revient. Mais il y a des tas de maladies qui échappent
à la guérison. On va vivre avec la maladie. Et donc, on va travailler avec la maladie. Et ça, c'est impensé. Et même, allons plus loin, finalement, le maintien dans l'emploi contribue à l'espérance de vie en bonne santé, d'après une enquête de la Haute Autorité de Santé de 2019. Surtout 5 ans après la maladie, donc un peu à moyen terme. Que retenez-vous de cette étude ? Alors, vous avez raison de souligner cette nouvelle donne de la Haute Autorité de Santé qui date de février 2019, parce qu'en fait, elle renverse quand même drôlement la perspective. La Haute Autorité de Santé a consolidé toutes les études nationales et internationales sur les liens entre l'espérance de vie avec une maladie chronique évolutive, dont le cancer, et le fait de travailler. Et toutes les études témoignent d'une corrélation positive entre le fait de travailler et l'espérance de vie en santé. Ce qui fait que la Haute Autorité de Santé a publié une recommandation clinique, donc qui s'applique aux médecins, pour les encourager à favoriser le maintien en emploi. Et aujourd'hui, à la PHP, par exemple, les professeurs Piketty et Bencefacola ont lancé une expérimentation qui prévoit de, annoncer, pendant l'entretien d'annonce du cancer, parler tout de suite aux personnes de l'intérêt qu'elles auraient à poursuivre leur activité professionnelle si les conditions s'y prêtent. Mais vous voyez, il y a 20 ans, quand vous étiez malade, on vous disait il faut bien vous reposer. Il y a 10 ans, on vous disait c'est bien de faire du sport. Aujourd'hui, on vous dit il faut vivre le plus normalement possible. Et donc, il faut travailler. Et alors, quel est le risque de désinvestissement professionnel si jamais on ne fait pas d'aménagement ou on ne prend pas en compte ce cancer, hors l'arrêt de travail temporaire du début dont on a parlé ? Les personnes qui ont eu cancer et récidive ont beaucoup à nous apprendre. Et en fait, la première chose qu'elles nous apprennent, c'est que d'une expérience à l'autre, les choses ne se jouent pas de la même manière. Donc on ne peut pas avoir une réponse une fois pour toutes. Une personne qui, par exemple, pendant son premier cancer, a souhaité continuer à travailler, y compris pendant ses traitements, dira qu'au moment de la récidive, elle a vraiment souhaité s'arrêter et se consacrer uniquement à sa maladie. Bon, une autre vous dira exactement l'inverse. Donc, tout existe. Et c'est bien ça qu'il faut soutenir, la possibilité que tout existe. Et que c'est le sens que les personnes donnent à ce qu'elles ont à faire qui est important. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que s'il n'y a pas de possibilité de concilier le travail et la maladie, alors seule la prolongation de l'arrêt est la solution. Et prolonger l'arrêt, en fait, on le sait aujourd'hui, plus on est en arrêt, plus c'est difficile de rentrer. Plus on est en arrêt, plus le risque de désinsertion est grand. Plus on est en arrêt, plus la maladie occupe toute la place. Et comme le dit la HAS, plus on est en arrêt, plus on risque de peser sur son espérance de vie en santé à 5 ans. Donc il y a un vrai enjeu à ne pas obliger les gens à rester en arrêt. Alors j'allais vous demander, est-ce qu'il faudrait construire un parcours de carrière ou de travail idéal d'un salarié pendant la maladie, puis pendant la période de rémission ? Mais en fait, non, il n'y a pas de façon idéale, si ? Alors, si, bien sûr, il y a des principes qui vont permettre de répondre à la question que vous posez. C'est pas des règles, c'est pas des procédures. C'est effectivement des principes qui vont être autour de la possibilité de co-construire entre les protagonistes de la situation, la possibilité de concilier le travail avec ou après un cancer. Et effectivement, par exemple, Madame X, à qui on prescrit un temps partiel thérapeutique au motif qu'elle va être fatiguée, peut-être qu'elle a des choses à dire pour dire qu'en fait, elle adore son boulot, qu'elle sait qu'elle est fatiguée, mais qu'elle sait aussi, parce qu'elle en a discuté avec son manager, elle en a discuté avec le médecin du travail, elle en a discuté, etc., elle sait aussi qu'elle va pouvoir régler. Mais elle va pouvoir régler de manière très souple. Vous voyez, pour pouvoir arbitrer quelquefois en fonction du travail et quelquefois en fonction de la fatigue. Donc il y a bien un idéal qui est la co-construction. Et effectivement, il y a des périodes qui sont des périodes clés, mais vous voyez, par exemple, on focalise beaucoup sur la reprise. Mais par exemple, les statistiques nous disent que près de la moitié des femmes qui ont un cancer, elles auront plusieurs reprises. Plusieurs arrêts et plusieurs reprises. Donc, il n'y a pas la reprise. Il y a bien cette trajectoire, ce parcours que vous avez évoqué à l'instant, où il y a la vie qui ne sera plus comme avant, a priori, qui sera comme après. Et où il va falloir tricoter différemment la performance, le travail et la santé.
Alors, on imagine dans une situation dans laquelle l'employeur va être à l'écoute, une situation elle est idéale où il va être à l'écoute, il va faire des propositions et va co-construire avec les personnes atteintes de la maladie. Là se pose une autre question. Comment faire pour ne pas que ça pose problème par rapport aux autres salariés ou par rapport au secret médical, par exemple? On dit beaucoup de choses par rapport à la question du secret médical et effectivement, d'abord le secret médical, c'est un secret auquel sont tenus les professionnels de santé. Si, madame X parle de sa maladie, à son patron n'est pas tenu au secret médical. En Ouais. revanche, il est tenu à la discrétion, évidemment. Bon, donc ça redit beaucoup de choses sur la façon dont, dans l'entreprise, les informations qui concernent l'intimité des personnes doivent être protégées. Et quelquefois, on confond un peu tout. Donc, il y a un vrai enjeu à, ici, là, repenser peut-être des codes de conduite, des règlements intérieurs, etc., qui préservent l'intimité des personnes. Mais il peut pas y avoir de jalousie tout simplement entre un salarié qui voit un autre salarié qui a son mode de vie, mode de travail aménagé alors que lui ou elle, bah non. Alors après, vous avez raison d'évoquer cette question de justice organisationnelle. Dans beaucoup de cas, dans nos travaux, on rencontre des dames qui expliquent que voilà, les 15 premiers jours, c'était idyllique, tout le monde était adorable, le premier mois, c'était pas si mal, et puis après, il était attendu d'elles qu'elles soient à 100% comme avant. Or, Mmh. elles avaient encore les effets de leur traitement. Elles n'étaient de fait pas à 100%, ou en tout cas pas à 100% tout le temps. Et là, on voit bien qu'il y a une vraie difficulté parce que c'est comme si vous deviez porter votre maladie en bandoulière pour que les autres admettent que vous n'avez pas les mêmes engagements ou pas les mêmes régimes. Donc on voit bien que s'il n'y a pas une réponse organisationnelle, une réponse collective à cela, on renvoie les gens, en fait, dans des tête-à-tête compliqués avec leurs collègues, où effectivement les collègues peuvent être amenés à dire « bon, bah quand même, est-ce qu'elle exerce pas un petit peu? Moi aussi, je suis fatiguée. » Donc vous voyez, c'est vraiment très compliqué et très critique, ça, cet aspect-là. Alors vous avez évoqué plusieurs fois les temps partiels thérapeutiques. Est-ce que c'est la bonne solution? Les études de l'INCa montrent que les aménagements de poste entretiennent un lien positif avec le maintien en emploi. Le recours au temps partiel thérapeutique, notamment après un cancer du sein et pour des femmes, est prescrit dans une grande majorité des cas. Mais ça n'est pourtant pas la meilleure solution. Beaucoup de femmes évoquent la difficulté dans laquelle la prescription du temps partiel thérapeutique les met vis-à-vis de leur travail, Ouais. de leur activité de travail. C'est-à-dire que si vous êtes là que le matin, une femme disait une formule très très intéressante, elle dit « mais c'est pas vrai qu'en une demi-journée, on fait la moitié de ce qu'on fait dans une journée ». Vous voyez, si vous êtes là que le matin et qu'il vous manque tout ce qui se passe l'après-midi, le lendemain matin, quand vous revenez, c'est comme si vous aviez de nouveau été absente. Vous avez du rattrapage, etc. Dans certains cas, le temps partiel thérapeutique expose les femmes à un risque de forte intensité du travail, de forte charge mentale pour tout ce qu'elles n'ont pas fait, etc. Et donc, il n'est pas une bonne recommandation. Vous voyez, c'est très important de lier la prescription à l'activité de travail et pas seulement à la maladie. Il y a une autre solution qui revient assez souvent dans la littérature sur le sujet. Ce sont les conventions temporaires d'aménagement. C'est mieux cette façon de faire? Alors en fait, c'est ce que nous, aujourd'hui, et c'est la littérature qu'on essaye de pousser, c'est ce qu'on expérimente aujourd'hui, effectivement. On a appelé ça des conventions temporaires d'initiative concertée, pour être exact. L'idée, c'est effectivement de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que, en fait, la conciliation entre le travail et la santé, elle engage la discussion, en premier lieu, bien sûr, la personne qui a été malade, son manager, avec l'appui, les conseils du médecin du travail, l'appui, les conseils des équipes de ressources humaines, mais c'est bien à ceux qui sont les protagonistes de la situation concrète de travail d'imaginer les voies possibles pour arriver à faire quelque chose de soutenable, quelque chose qui soit soutenable du point de vue de la performance, mais aussi du point de vue de la santé. Et les conventions temporaires, c'est une sorte de cadre pour organiser le dialogue entre les personnes, pour pouvoir précisément concevoir ces solutions temporaires. Ça ne va pas durer toujours, mais ça va permettre de prendre en charge cette dynamique progressive de reprise du travail, de l'activité et d'un régime de travail qui sera ensuite plus régulier, évidemment.
Alors, vous évoquez la responsabilité, notamment des ressources humaines. Est-ce que ces services de RH, ils sont préparés à cette adaptation de l'environnement de travail aux personnes malades? Est-ce qu'ils ont les moyens de mesurer si c'est efficace ou si c'est pas efficace? Voilà, quels services de RH sont prêts pour ça? D'abord, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, et la littérature en sciences de gestion s'en affole un peu, parce que ça a à voir avec des enjeux de performance, de soutenabilité de la performance, etc., s'affole un peu du fait que les RH ont un peu perdu de vue le travail comme activité. Les RH s'intéressent beaucoup à la dimension du comportement, aux dimensions psychologiques des personnes. Et comme si les personnes, en fait, elles étaient là en tant que personnes, mais elles sont d'abord là pour exécuter des activités de travail, pour produire des activités de travail. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est pas si vrai que ça. Ça a tendance à être très vrai dans les très grandes organisations, très corporate, et où là, on voit des services RH qui cascadent des dispositifs, des outils, des procédures qu'ils s'efforcent de mettre en main des managers. Dans les entreprises de taille intermédiaire, par exemple, ou dans des entreprises moins centralisées du point de vue des RH, on a toujours une population RH, des experts RH, qui sont aussi des experts du travail, des experts de l'organisation du travail, et qui viennent en soutien des managers dans ces situations de travail pour les aider à la fois à reconcevoir l'activité et à sécuriser cela. Parce qu'évidemment, il y a des enjeux autour de ça. Mais effectivement, il y a bien deux populations. Une population très compétente pour le faire et une autre population qui a perdu la compétence du travail. D'accord. Et alors, justement, ce sujet de la responsabilité des RH, il commence à remonter. Cette année, au forum de Davos, le PDG de Publicis, Arthur Sadoun, a carrément évoqué son cancer publiquement. Est-ce qu'on a besoin de plus de témoignages comme ça pour faire évoluer les entreprises? On ne peut pas bouder les témoignages de dirigeants qui montrent à quel point le problème est répandu. En revanche, on ne peut pas être naïf et imaginer que parce qu'un dirigeant ose faire son coming out sur la maladie qui l'a concerné, c'est bon, la voie est libre, tout le monde peut y aller, y compris, par exemple, les 50% de femmes qui sont des employés. Donc c'est effectivement, je pense, important que des dirigeants témoignent de leur intérêt sur ces enjeux. Les épreuves que nous traversons dans nos vies ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Et que les dirigeants le reconnaissent et y témoignent de l'attention est tout à fait important. Alors ça, c'est un premier pas. Ensuite, Arthur Sadoun, il a défendu l'idée de working with a pledge. C'était un appel à l'attention des difficultés rencontrées par ces travailleurs, donc dans son entreprise, Publicis, mais aussi dans d'autres entreprises comme Sanofi Aventis, L'Oréal, Meta ou PepsiCo. Que pensez-vous de cette initiative au-delà de la déclaration? Alors, c'est un cancer pledge. C'est un pledge qui porte sur le cancer et seulement sur le cancer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, ça a engagé ces entreprises à harmoniser, et c'est des entreprises internationales, des très grandes entreprises, très puissantes, ça les a engagées à harmoniser à l'échelle internationale la protection sociale de leurs salariés pendant 1 an. Nous, en France, en tout cas dans le secteur privé, où les gens sont plutôt bien protégés, ça nous paraît hallucinant, mais il y a des tas de pays où évidemment, ce n'était pas réglé cette question. Donc ce cancer pledge est tout à fait intéressant. En revanche, il est très problématique aussi parce qu'il n'y a pas que le cancer qui affecte la santé des gens et on peut imaginer demain qu'il faille d'autres pledges pour d'autres maladies qui, elles aussi, vont avoir besoin d'être mieux sécurisées et mieux protégées. Et là, il me semble que la question de la mise en concurrence des maladies entre elles est un vrai sujet. Mais il ne faut pas bouder l'intérêt qu'il y a à ce que des dirigeants ouvrent la voie au fait que, encore une fois, les questions de santé, ce n'est pas juste des questions médicales, c'est aussi des questions qui concernent les employeurs. Alors, parmi ces entreprises-là, il y en a une que vous connaissiez un peu mieux que les autres, qui est Sanofi, Oui. puisque vous avez un travail de recherche en cours depuis plusieurs années avec elle. Qu'est-ce qui se passe chez Sanofi sur cette question de la prise en compte du cancer ? Alors, les personnes impliquées dans le projet de Sanofi en parleraient bien mieux que moi. C'est effectivement un compagnonnage ainsi qu'avec d'autres entreprises comme EDF, comme STEF, comme le Crédit Agricole, comme Nutricet, une PME, de nombreuses entreprises, y compris d'ailleurs des ETI, ont participé au projet depuis 2019. Et Sanofi est un participant de la première heure qui n'avait pas attendu d'ailleurs notre projet pour démarrer un programme, une initiative qui s'appelle Cancer et Travail Agir Ensemble, qui est une initiative qui a retenu fortement notre attention et qui continue de la retenir parce qu'en fait, Sanofi a équipé chacun de ses sites d'antennes
Les antennes, c'est quoi? C'est des gens qui sont compétents pour soutenir des situations de travail après ou avec un cancer, parce qu'ils sont soit eux-mêmes concernés par la situation, ils ont eu un cancer, soit ils ont été aidants, soit ils sont un manager qui ont rencontré cette situation, soit ils sont médecins du travail, assistante sociale ou RH. Donc vous voyez, 6 compétences, pas que des compétences médicales, beaucoup des compétences de pair. Et ça, c'est un élément très très important, parce que travailler avec ou après un cancer, en fait, ça prend de l'expérience. Et les pairs entre eux peuvent beaucoup soutenir, orienter, accélérer, si on peut dire, l'expérience de celles et ceux qui sont confrontés à cette situation. C'est irremplaçable de travailler avec des pairs. Et ça Sanofi a une démarche effectivement très originale et tout à fait intéressante là-dessus. Oui, intégrer les pairs et les personnes qui sont passées par là, ça se fait de plus en plus dans différentes maladies. Là, on parle du cancer, mais c'est aussi de plus en plus le cas sur l'addiction et sur d'autres difficultés socio-psychologiques au travail. Alors finalement, la question que pose cette intégration des problèmes de santé au travail, comme les problèmes de handicap, comme les problèmes liés à la grossesse aussi, c'est la façon dont l'entreprise voudrait que nous soyons toujours de bons petits soldats, des homo economicus parfaits et rationnels, des corps et des esprits toujours aussi performants tout au long de la vie, alors que ce n'est pas le cas en réalité. Comment pourrait-on faire évoluer cette perception des travailleurs dans les entreprises ? Effectivement, les entreprises qui expérimentent dans le cadre de notre projet, leur perception évolue, on va dire, au ras des situations qui les font expérimenter. On se rend compte quelquefois que ce qui est attendu, ce 100% du temps, en fait, il est complètement irrationnel. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui fait qu'une organisation est performante, c'est qu'il y a de la solidarité productive, par exemple. Ce qui fait qu'une organisation remplit ses objectifs, c'est que ceux-ci ont été bien calibrés par rapport à des aléas qui ne manquent d'intervenir dans la vie de toute organisation. C'est normal. Bref, les organisations qui parviennent à tenir dans des conditions très soutenables, ça veut dire qu'elles sont donc bonnes à la fois pour la performance et pour l'engagement des personnes, la santé des personnes, sont des entreprises qui ont intégré le fait que 100% du temps, ça n'existe pas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il nous faut absolument envisager la maladie non pas comme un ensemble de pertes qui ferait que les gens seraient diminués ou manqueraient de ressources, mais bien l'entreprise comme un endroit dont les caractéristiques de fonctionnement vont lui permettre de faire face à la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens malades, il y a des gens enceintes, il y a des gens qui n'ont pas le moral, il y a des clients qui ont dit qu'ils rendraient la commande tel jour et en fait, non, c'est 3 jours après, il y a etc. Enfin, c'est ça la vie des entreprises. Donc on voit bien, et c'est pour ça que nous, on évoque beaucoup cette perspective du travail soutenable, parce qu'on pense que la réponse, c'est vraiment dans l'enjeu de concilier la performance et la santé. Il n'y a pas de santé sans performance, mais il n'y a pas de performance sans santé. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire bouger aujourd'hui, il me semble. Eh bien, je pense qu'un certain nombre de patrons et d'employeurs devraient vous écouter, Pascal Levé, sur ce sujet. Merci beaucoup pour ces pistes de réflexion et d'action. Merci Léa. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager et de nous mettre un commentaire pour nous donner votre avis sur les plateformes de streaming. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle interview.